Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Peut-être on commence par aller voir le point de vue en haut et puis on ira voir une première caponnière de ce côté-là. Ça va, on a tout le monde ? Je n'ai jamais fait de workshop en extérieur. Et c'est à l'occasion de l'invitation que m'a faite Caroline autour de cette question du fort de la Revers. Comme je travaille beaucoup sur les questions d'abri, de refuge et puis de dépassement, je me suis dit que ça serait une peut-être très bonne idée que de proposer non pas un workshop autour d'une thématique précise au sein de l'atelier, mais au contraire, pourquoi ne pas profiter de cette expérience pour commencer une sorte d'acte performatif dès le village d'Èze, et donc d'utiliser l'ascension aussi comme matériel de performance et comme expérience. Donc ça, en effet, c'est tout à fait inédit pour moi d'être en extérieur avec un groupe. Là, on est 18, je crois, et d'avoir l'occasion de mesurer aussi la marche, le rapport au paysage, le rapport au point de vue, et puis aussi l'idée d'atteindre un objectif. Voilà, inviter à venir dans cet espace, mais il faut faire attention aux électriques. De toute façon, personne n'est fatigué là. Hein? Le sujet, ça serait peut-être voir les espaces. Ok. On fait un Ensuite, voilà, parce que je ne le connais pas moi. Et c'est en fonction de ce qu'on va voir, mais de manière assez rapide. D'accord. Qu'ensuite, on pourra déterminer un espace où j'aimerais faire un certain nombre d'expériences, mais peut-être aussi dans les sous-sols, à l'endroit où il y a les captations de lumière, les choses comme ça. Oui, les caponnières, Ouais. ça va être intéressant. Ok. Donc je pense que ce qu'on peut faire, c'est on va dans le cœur du fort, la cour centrale, comme ça vous êtes au cœur de l'espace. Bon, il y a plein de gens parce qu'il y a un peu des travaux, mais Non, c'est pas grave. Ça fait pas de bruit, quoi. C'est des prévisions de travaux. Ok. Et après, on regarde un peu les casernes qui donnent sur la cour centrale, comme ça vous voyez l'espace un peu plutôt de vie. Et après, on se dirige vers dans les sous-sols. les caponnières où vraiment on avait l'artillerie. Et peut-être que le magasin à poudre, on peut le garder pour cet après-midi, puisque il y aura encore 2 heures, on aura encore 2 Bien heures. sûr, bien sûr. On aura le temps. C'est bien. Il y a les espaces de vie, voilà. Le fort c'est vraiment modulaire, quoi. Donc tu as ces espaces où les soldats vivaient, Ça, et à la bien. fois tu as les Parce espaces. qu'on peut aussi faire, l'idée c'est aussi de faire des captations de quelque chose, d'images avec les couvertures de survie, des choses comme ça, peut-être même dans la cour centrale. Je ne sais pas imaginer aussi, j'ai quelques idées, mais il faut que je voie l'espace. Pour qu'on ait, nous, in fine, l'idée c'est de créer des expériences assez diverses et aussi de constituer un corpus d'images assez puissante. D'accord. Pour le spot, mais on va manquer de temps. Moi, en fait, pour la petite histoire, j'ai été résidente à la Villa Artiste quand j'étais jeune artiste. Donc, c'était en 1988. Donc, eux n'étaient pas nés. À la Villa Arson ? Ouais. Donc, et j'avais eu une exposition à la Villa Arson. Donc, c'était assez troublant hier de retrouver cet endroit dans lequel je n'ai jamais remis les pieds depuis presque 40 ans. Quoi. Et souvent avec tes étudiants des Beaux-Arts de Paris, tu fais ça ? Jamais. Des explorations dans Paris ? Jamais. Non, jamais. En fait, j'ai pas vraiment le goût des balades de colonies de vacances. Bruce, c'est à fleur de camp. Ici. Depuis l'Italie de l'autre côté, on voit l'observatoire. L'observatoire militaire qui est au-dessus du massif des Vaches de Chien au niveau de Monaco. Là, vous voyez l'avancée. On voit un peu plus foncé. Et là-haut, c'est quoi, Caroline? Là-bas, ça en a un autre c'est aussi. un fort, ouais. Ah. C'est un fort Maginot. C'est
D'habitude, ici, l'herbe, elle n'est pas coupée. Vous avez des herbes folles, vous avez 1 mètre d'herbe partout. Vu que celle-ci, elle est un peu excentrée du magasin à poudre, parce que le magasin à poudre est carrément déchiré. C'est impressionnant comme ça aussi. Voilà un petit peu cet espace. Donc c'est les espaces enterrés du fort. Et on a une caponnière qui est vraiment beaucoup plus creusée dans la roche parce qu'en fait on se rend compte que les forts serrés de rivière ils sont conçus sur des éperons rocheux. Bien souvent on choisit un site en altitude, mais après il faut faire un plateau pour évidemment poser ce fort. Et donc on dynamitait et à la fois on se servait aussi du relief. Quand vous regardez les remparts dans les fossés, vous voyez que des fois il y a des pierres et puis des fois c'est de la roche. En fait, on essayait aussi de s'appuyer vraiment sur la roche, sur le matériau existant. Donc là, vous arrivez dans une chambrée qui a été énormément transformée. En fait, elle a été largement modifiée pour une deuxième vie qu'a eu le fort, qui a été un centre, un moment de commandement pour la base aérienne de Montagel. Elle soulevait les marmites très très lourdes. Donc c'est une chambrée qui a été transformée en cuisine. Voilà. Mais à l'origine, c'était la chambrée. Et donc toutes les pièces qui suivent sont des chambrées, toujours sur ce même format, 70 mètres carrés. Il y avait un poêle central. Et puis vous allez voir, il y a quelques soldats artistes dans les années 50 qui ont laissé des traces dans les chambrées. Voilà. Alors est-ce qu'ils ont leur diplôme? C'est impressionnant, ils sont bien conservés. C'est drôle qu'ils aient pris le temps de faire ça. Un avis de Benjamin sur les dessins? Alors j'ai un doute, je ne sais pas de quelle époque ils datent. Est-ce qu'ils l'ont précisé? S'ils l'ont précisé, et si ça date peut-être des années 50, peut-être. C'est un peu incompréhensible honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme celle-ci là. Ça a l'air d'être beaucoup d'inside jokes, c'est marrant. Et c'est vrai, ils étaient inventifs. Elias, qu'est-ce que tu en penses des dessins? Franchement, j'aime bien, c'est pas mal, tu vois, l'humour, tout ça. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien l'idée. C'est un peu particulier. En fait, les illustrations et tout, j'arrive pas trop à les comprendre. Certaines j'arrive à les comprendre, d'autres non. Et c'est compliqué. Je sais pas quoi dire de plus en fait. J'ai dit, je sais pas vraiment quoi en penser en fait. Vous avez un avis sur les dessins? C'est pas très woke. C'est daté. C'est représentatif. Voilà, c'était une autre époque, mais il y a un travail à faire. Ce qui est vandalisé comme ça, il est pas ça en général. J'ai mis en scène un petit peu tout à l'heure. Je ne vais pas trop divulguer. Votre
transformer ça en musée d'art contemporain. Ah là là, j'adore. Tu te rends compte? Tu as vu les espaces que c'est, ça? Là, j'adore. C'était dans ce sens. Une belle hauteur de. Et les terre, plateformes, voilà, au-dessus, c'est là ce qu'on appelle les plateformes, là où l'artillerie, donc on va aller voir, viser, parce qu'en fait, le danger ici venait de l'Italie, venait pas du côté de la mer. Donc on attendait, évidemment, on tournait nos canons vers le côté italien. Ça doit être le péage. Voilà comment on se rend compte qu'une autoroute peut ruiner un fond sonore. Et après tu comprends les gens qui sont vent debout pour pas avoir l'autoroute à côté de chez eux. Parce que là tu réalises, quand c'est dans un creux de vallée, en plus là, voilà. Mais en tout cas, ça vous montre bien quand même que donc ici on a un point de vue qui était quand même particulièrement intéressant vers le reste du territoire et donc l'ennemi potentiel qui était italien. On a une très bonne communication avec le Montagel et le fort de la Tête de Chien. Donc là, on va descendre dans la Caronnière. Qui n'est pas double. Qui n'est pas double. Mais où donc on a le télégraphe optique. Vous voyez déjà que la façon dont c'est creusé, c'est un peu différent. On est déjà beaucoup plus sur la roche. Il y avait quand même un goût esthétique. Vous voyez les bouts. C'est quoi sur les volumes? Que les volumes ils sont assez dingues, que ça reste à taille humaine et que ça a été vraiment fait pour, quoi. On sent la réflexion. Il y a des volumes, il y a des formes, des textures qui sont quand même super intéressantes. Avec l'histoire du bâtiment, il y a un truc quand même qui se fait avec l'usure et les choses se créent toutes seules. Et, ça casse un peu l'installation type néon, type à notre sortie et tout. On perd un peu de cette originalité de cette... Non, je trouve pas. Il peut y avoir une hybridation un petit peu qui peut être intéressante, mais... Et pour le coup, moi je trouve que ça diminue son intensité. Ouais, mais c'est dans un côté très galerie minérale. Mais toi tu le vois sous la forme de l'exploitation artistique. Mais même pas nécessairement, je trouve que même à le visiter, il y a une autre voie qui se dégage que si on se baladait à la bougie, tu vois. Mais ouais, c'est que... Mais si tu le vois en tant qu'objet... Le lieu en tant qu'objet ? En tant qu'objet, en tant qu'expérience, moi je trouve que ça la diminue. Ouais. Toutes ces installations modernes. Oui, mais c'est dans un prisme où tu vois le truc hyper authentique, l'expérience comme à l'époque et tout. Ouais, mais même pas comme à l'époque, comme en fait des galeries, des pierres. Tu vois, tu sens cette froideur, cette humidité un peu. Ouais. En mode Kumani Prime. Donc là, cette expérience qu'on mène avec Caroline depuis 3 ans, elle est quand même super intéressante justement parce qu'elle permet un peu de confronter ça. Mais c'est deux mondes qui s'opposent. Mais c'est vrai que on sent que ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est aussi porté du coup un peu par notre service pour le moment. Il faudrait qu'on ait un appui peut-être un peu plus fort politiquement pour arriver à monter un peu plus en puissance des partenariats art contemporain et architecture fortifiée. Bien le bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Christophe et à côté de moi vous avez mon père qui s'appelle Alain et nous animons la plupart du temps le fort ou les forts du département. Autour de l'historique de cette période charnière de la fortification, notamment du département en 1881 jusqu'à 1895. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une véritable tenue de travail que les soldats, les troufions, comme on appelait ça à l'époque les soldats, portaient dans la fortification. Voilà comment on travaillait, comment on évoluait au sein du fort, de la fortification. On n'avait pas la tenue d'apparat. On avait cette tenue blanche appelée bourgeron. On va vous inviter après à nous suivre. On va aller dans deux... Voilà. Allez, venez. On y va, on va voir ça. On fait ça à pied.
Ici, on est en bas. Ce qu'il y a dedans, il y a 18 tonnes, 80 tonnes de poudre noire. Il est rentré, il y a la place pour tout le monde, ça résonne. Ça résonne. On retrouve une deuxième porte. On a déjà un plancher en bois pour éviter les étincelles avec des chaussures en bois même. Les clous, ils ne sont pas métalliques, ils sont en laiton. Cette porte, elle a des écrous, des vis en laiton. Par contre, ça a été modifié, ça a été changé après la guerre. Ça n'existait pas. Là, on avait une clé en laiton et la serrure en laiton. Vous allez voir, ça c'est les charnières. Là, elles sont en acier, là, à l'intérieur, elles sont en laiton aussi, en bronze. Hein. Donc, on ne fait plus d'étincelles. Alors, je vais ouvrir la salle. Alors, normalement, c'était la lumière hein, qu'on avait à l'époque. Ici, on n'avait pas de lumière électrique. On avait des puits de lumière, c'est ça, le puits de lumière. Bon, là, il est fermé. Ouais. C'est le soleil qui amène un peu de lumière. On a là, ici. Tout autour de cette salle qui fait 16 mètres de long, on a un couloir. Il débouche ici, là. Vous voyez, il fait tout le tour. Et il y a des ouvertures comme ça. Derrière, on a des vitres épaisses de 14 cm, hein, si je ne me trompe pas. Derrière, on peut mettre une lampe à pétrole. Et puisque la vitre est. Au fond, il y avait des lampes à pétrole aussi. Dans les niches. Nous, on a mis des lampes factices. Il y a du fer, c'est ça? Oui, et puis comme ça, hein, oui, là aussi. Hein, là, c'est pour surveiller s'il y a le feu ou quoi que ce soit. On a un tunnel qui fait tout le tour. Ouais. Voilà, un regard, tout le tour. Voilà. Allez. Donc, on va rentrer. Vos yeux vont s'habituer. Ah, je vais allumer. On a mis l'électricité. C'est tout plat, hein, presque rien. Ah, ça. Allez, on y va le bout. Attends, il y a si on allume, alors ça donne quoi? Je pense à la suite. 18 mètres, 16 mètres de long, 6 mètres de large, 4 mètres de haut. Au-dessus, on a une voûte en ciment de 1 mètre d'épaisseur. Au-dessus du ciment, 4 mètres de terre. Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage, et l'artificier, il ne peut pas rentrer avec une lampe à pétrole ou une bougie, hein, pour venir chercher sa poudre. Il a, ici, normalement, il y avait une planche avec un numéro de poudre, parce qu'il y a plusieurs graines de poudre. Et dans la nuit, il ne pouvait pas voir ce qu'il allait chercher comme poudre. Donc, ils avaient trouvé une petite astuce. Le peu de lumière qui était projetée par les lampes là-bas, qui était un peu plus puissante que ça, hein. Et puis il avait récupéré chez sa femme un petit miroir avec, pour se faire le poudrier, quoi. Donc on récupère le rayon de lumière et on le ramène ici. On le projette ici, on peut lire le numéro de la poudre. Voilà, ça c'était la petite astuce qu'ils avaient trouvée. Quoi d'autre? Donc poudrier. Ah ben oui, tiens, il m'a fait le rapport. Voilà. On vous laisse explorer un peu? On continue. On va partir. Allez, télégraphe. Allez, on va. Télégraphe. Ah ouais. On peut voir s'il y a des graffitis anciens un peu qui réapparaissent. Et on les voit en faisant des lumières rasantes. Ouais, rasantes. Et des fois, il y a des écritures. On a trouvé la plus vieille écriture de l'autre côté qui date de l'époque du fort. Et au crayon gris, avec des petits dessins, des croquis. Ils ont refait des faces de personnages, des copains sûrement. Ouais, les choses réapparaissent. Ça ressort, oui. Je suis intéressée par la lumière, donc je suis intéressée par la manière dans laquelle la lumière entre dans l'espace. Il tient, c'est parfait. On vous suit. Ouais. Mais on est déjà passé par là ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on éclaire ou qu'on laisse en éclair? Allez, ça va être plus pratique s'il se blesse. Donc là, tout le monde Par a été ici. subjugué par cette salle. Elle est superbe. Vous avez vu le travail de Pierre? Alors, en fait, ça s'appelle un observatoire. C'est un observatoire pour un poste optique. On vous a expliqué ça hier un petit peu? Vous a fait un tour? Mais rapidement. Rapidement, succinctement? Bon, en fait, il y avait 2 personnes qui travaillaient ici.
nuit et jour, et qui se relayaient pour pouvoir réceptionner des messages. Alors, imaginez, là on a la mer de ce côté-là, c'est le sud de la France. Là, on a l'Est, avec l'Italie, c'est la frontière que l'on surveille, puisqu'on a peur de l'Italie à cette époque-là. Et de ce côté-ci, on a Nice et l'arrière-pays de Nice. Voilà, donc on est chez nous ici. C'est pour ça qu'on n'a pas d'ouverture de ce côté-là. On a donc deux ouvertures du côté Est, côté Italie. Si vous visionnez à travers, ça vise exactement un fort. C'est le Montagène. C'est celui qui fait un peu la frontière avec l'Italie. Et on en a un autre un peu plus proche de nous, qui se situe en face, qui s'appelle la Tête de Chien, et qui est au bout de la Turbie, et qui est sur plan de Monaco. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était les premiers avant-postes qui réceptionnaient les appels de détresse s'il y avait une guerre, qui étaient répercutés ici, dans cet observatoire, et qui étaient renvoyés avec celui-ci de Canal, et qui a mené donc le message jusqu'au Cap Camara à Toulon. Vous vous rendez compte? À Toulon, ça va jusqu'à Toulon. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on peut orienter dans le trou du passage du rayon solaire lumineux l'appareil, et on pourra l'actionner comme ceci. Vous voyez sur les parois, et vous pourrez faire le code Morse. Et je pense que vous allez le réceptionner en face, à tester. Donc je laisse à disposition la lampe, sans la faire tomber bien sûr, à côté, pour ceux qui veulent s'amuser, essayer de faire le Morse, en sachant qu'il y a un appel très très connu, notamment nautique, je ne sais pas si ça vous parlait, dans les années 1912, où ils ont employé un fameux SOS pour un célèbre bateau, le pauvre, le Titanic. Voilà, donc SOS, c'est 3 points, 3 traits, 3 points. Voilà. Après, il faut respecter, puis il y a des choses un peu plus complexes, mais à retenir, s'il n'y aurait qu'une chose à retenir, ça serait ça. Voilà. Après, il faudrait sortir dehors, aller en face du trou, le retrouver déjà, le canal en face, le passage, pour essayer de voir si on réceptionne, ça serait pas mal. Oui, bien sûr. Et il faut sortir. Il faut sortir et faire le tour en longeant le. Je vous amène. Oui, qui va Il faut un groupe qui reste pour envoyer le signal et l'autre qui sort. Venez, faut marcher. C'est pas grave. On met la main. Et oui, il faut aller sortir et revenir. Et faire le tour pour revenir de ce côté-là. Ah, vous avez été volontaire, hein? Non. Non. Ça, c'est celui du Cap Camara. Ouais. La mer par là. Ouais. Voilà. Ça, c'est le puits de lumière qui est juste à gauche de la porte quand on rentre. Ouais. Cap Camara, c'est celui-là. Donc là, on va aller derrière. Oui. Là, non? Non, non. Oui. Ah, bah si, on les entend. Ah oui, pardon, je dis les bêtises. Alors oui, vous allez être trop loin. Et ils font des messages, mais on voit rien. Ouais, c'est trop beau. Il faut s'abaisser un peu peut-être, non? Pour être dans la... Non. Il faut être pile poil. Attends, si, attends. Un peu? Si, là, c'est bon. Ah oui, venez. C'est là. Venez là. Ici, pile. Vous vous baissez et là, hop. Ah oui, ouais, regardez. Ah si. Ah oui. Ah ouais, ok. Ah ouais. Oui, ça marche bien. Vous allez prendre toutes les couvertures de survie là. Okay. Mais on n'y va pas tous. Il y en a 3-4 qui prennent. Et il y en a une qui est dans mon sac. Vous la prenez. Et puis comme ça, on va retourner dans À l'extérieur? salle. Non, à l'intérieur. À l'intérieur là. Et donc la salle, c'est ça. Là, tu vois la petite bâtisse.
ici. Oui. Là, en bas. Là, tu passes à gauche et ensuite c'est à droite. Ok. Ah, vous allez reconnaître. Ah, ils savent pas, ils se sont perdus. Je vois pas où ils sont. C'est facile, ouais. Vous prenez toutes les couvertures, hein. Ok? On vous attend. Are you okay? Allez, on y retourne parce que l'heure tourne. Hein, on retourne là-bas. Caroline, elle est là-bas? Caroline est là-bas. Oui, ils nous attendent. Ok. Qu'est-ce qui se passe uniquement dans les couvertures de survie? Écoute, c'est que ça peut sauver une vie. C'est aussi la couleur. Parce que j'ai une passion pour la feuille d'or, l'or, la peinture byzantine, les icônes, la question du sacré et du sublime. On va tourner un peu sous la lumière de l'atelier. Voilà. Et on va marcher comme ça sur le doucement, mais très doucement. Vous allez marcher comme ça. Très doucement. Et vous regardez devant vous. Et vous marchez très doucement. Et ensuite, vous allez vous rapprocher du centre, tous. Il faut qu'il y en ait au milieu, voilà. Ouais, au milieu. Et bougez un petit peu pour que ça fasse du bruit. Juste un peu en vous tournant un peu. Doucement. Tournez sur vous-même en fait. Doucement. Doucement. Encore doucement, doucement. Et ensuite, l'un après l'autre, vous allez sortir tout doucement par cette sortie. Doucement. Doucement, doucement.
50 mètres de long. Est-ce qu'il y a encore des